Et le lendemain, j'étais voir ma banque avec le contrat avec Forbes en disant « Maintenant, vous devez me prêter de l'argent. » Ok, donc tu as lancé Forbes en empruntant de l'argent et en y allant en bluff et en ayant confiance en toi. Voilà, complètement. Yo, quelle belle journée pour être en vie. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui parce que j'ai un invité incroyable dans le podcast La Percée. Et j'ai eu la chance de m'entretenir avec Dominique Busseau, qui n'est rien d'autre que le fondateur et le PDG de Forbes France. Oui, aujourd'hui nous sommes avec le fondateur de Forbes et il nous partage ses règles du succès, 7 leçons qui peuvent vraiment t'aider, mais il nous parle également d'entrepreneuriat, de persuasion, d'audace, de bluff, de ce que personne ne dit sur les milliardaires et de plein d'autres sujets qui vont t'intéresser. D'ailleurs, lorsque Dominique est parti aux États-Unis dans le but de convaincre le directeur de Forbes de le laisser exploiter la licence française de Forbes, Dominique lui a dit Il faut lancer Forbes en France avec moi et personne d'autre. Pourquoi personne d'autre? Pourquoi c'était que toi? Parce que j'étais la bonne personne au bon endroit au bon moment. Je considérais que j'avais les compétences, j'avais un historique professionnel qui matchait, j'avais travaillé dans les médias depuis 20 ans, j'avais travaillé pour des groupes médias offline, online, en France et à l'international, donc je pensais que j'étais la bonne personne, tout à fait. Et quelle compétence? Puis parce que je voulais récupérer la licence aussi, donc évidemment. faut faire un peu de l'auto. C'est important. Je sais que c'est pas énormément dans la culture française de dire les choses clairement de hey, je suis la personne qu'il faut, je suis la bonne personne, je suis compétent. N'allez pas chercher ailleurs. Et ça, c'est très américain ce que tu as fait. Et d'ailleurs, Même si c'était très américain, le mec était un peu étonné. C'est vrai, à ce point? You're gonna launch it with me, nobody else. Il m'a dit, who is that Frenchie? Yes. Et qu'est-ce qui t'a donné cette confiance, du moins? Quelles sont les compétences qu'il faut pour acheter la licence de Forbes France, selon toi? Les compétences qu'il faut, je pense qu'il fallait avoir déjà une dose d'expérience que j'avais, de par mon parcours, une grosse dose d'audace que j'avais, et puis aussi le sens du relationnel, bien savoir parler anglais, enfin un peu tout, quoi. Voilà, un peu de l'assurance, quoi. Et qu'est-ce que ça t'a appris, ce travail de démarchage, d'une certaine manière, pour gérer aujourd'hui Forbes? Ah bah c'est le fait de pas avoir froid aux yeux, l'audace, de taper à la porte et puis pas de taper tout en bas mais de taper tout en haut. Plutôt aller voir le N+18 que le N-5. Et puis voilà, et puis après essayer d'être convaincant, de raconter une belle histoire, voilà, de venir avec son bagage, son audace, son assurance, et puis convaincre les gens, quoi. Ah, tiens, en parlant de convaincre les gens, de persuasion, quelque chose qui est vraiment atypique dans ton parcours, c'est que quand tu as voulu racheter Forbes, enfin acheter la licence française de Forbes, tu n'avais pas beaucoup d'argent, parce que tu sortais d'un conflit juridique, d'une autre entreprise, séparation, fonds d'investissement avec les associés, c'était peut-être douloureux émotionnellement aussi, parce que se séparer d'associés, c'est jamais facile. Non. En plus de ça, tu n'avais pas forcément beaucoup d'argent. Comment est-ce que tu t'es débrouillé? J'en avais pas. Tu n'avais pas d'argent? Non, voilà, comme ça c'est ça. C'était pas d'argent, ou pas d'argent, je dois de l'argent? Alors, j'avais pas d'argent et j'avais le fonds avec qui j'avais monté l'autre société qui m'attaquait au pénal. Ah ouais? Ouais, bon, ils ont tout perdu parce qu'ils avaient tort, mais peu importe, au final, donc j'avais pas d'argent et potentiellement, je vais devoir de l'argent à une autre société. Waouh! Mais c'est fou parce que souvent les gens attendent d'avoir toutes les cartes en main pour se lancer dans un projet. Et toi, tu sortais d'une déception peut-être entrepreneuriale et amicale, je ne sais pas comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé. Tu n'avais pas beaucoup de sous. Comment ça se fait que tu as eu la motivation d'aller acheter cette licence? Dans la vie, des fois, c'est beaucoup une histoire de timing. Ouais. Et que la licence, elle n'était pas prise en 2017, 2016-2017. Peut-être qu'un an après, elle aurait été prise, ça aurait été trop tard. Donc à un moment, faut pas se poser de questions. Moi, souvent, j'agis, je réfléchis ensuite. C'est bien. Parce que si on réfléchit trop, on n'agit jamais. Tout à fait. Donc moi, j'agis, et je trouvais toujours une solution. Tu sais ce qu'on dit, hein, à trop analyser, on devient paralysé. Et là, visiblement, tu es parti directement, mais tu les as persuadés, tu leur as raconté une histoire, tu leur as dit, bon, je suis la personne qu'il vous faut. Quand ils t'ont dit oui, comment est-ce que tu fais pour trouver les fonds? Alors, quand ils m'ont... Déjà, avant de me dire oui, ça a pris plusieurs mois. Ouais. Il y a eu pas mal d'allers-retours, de négociations du contrat et autres. Ouais. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, de leur volonté, il se passait des choses côté actionnariat de leur côté, donc ça a pris un peu plus de temps. Ouais. Au bout de, en tout, ça a pris 18 mois pour la signature. Wow. Et une fois qu'on a signé, on a signé le contrat avec une société. J'aurais donné le nom de société qui n'existait pas encore. C'est pas vrai. Si. J'avais 360 Business Media, qui est le nom de la société qui est dite Forbes. Le jour où on a signé le contrat avec cette société-là, le lendemain, j'ai été déposer les statuts pour le cabis de la société après. C'est fou. Et le lendemain, j'étais voir ma banque
avec le contrat avec Forbes en disant maintenant vous devez me prêter de l'argent. Ok, donc tu as lancé Forbes en empruntant de l'argent et en y allant en bluff et en ayant confiance en toi. Voilà, complètement. C'est incroyable, mais c'est exactement ce qu'il faut. En fait, quand on se pose trop de questions, on passe jamais à l'action, littéralement. Faut pas se poser de questions, faut y aller. Ouais. Il y a toujours une solution derrière. Il y a toujours une solution. Alors que si je n'y étais pas allé, j'avais attendu, et que j'avais attendu, et j'aurais dit tiens, je vais essayer d'avoir Forbes. Ah bah c'est déjà pris. Là, il n'y a pas de solution. Donc là au moins je me dis, je peux le choper, je peux choper le contrat. Et une fois que j'aurai le contrat, on trouvera toujours un moyen de se débrouiller, de faire, etc. Faut toujours. Moi, je fonctionne toujours comme ça. C'est un peu tête brûlée, c'est un peu le goût du risque. J'aime bien les sports de risque, les sports de glisse et autres, mais je fonctionne toujours comme ça. J'y vais, puis après on verra bien. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ah, il faut, c'est vrai. Et est-ce que ce genre d'état d'esprit, un jour, ça t'a déjà porté préjudice ou pas? Pour un projet, pour une entreprise? Parce qu'il y a parfois où ça fonctionne, il y a des fois où c'est... Je dirais pas que ça m'a... Encore ça, j'ai une mentalité très anglo-saxonne. Ça m'a pas porté préjudice, ça m'a servi de leçon. Et c'est pas la même chose de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il faut des échecs. Il faut échouer de nombreuses fois avant de pouvoir réussir. Donc, on apprend ce qu'on appelle, on fait du test and learn. Et si on teste pas, on n'apprend pas. Donc, il faut tester un grand nombre de fois pour apprendre et pour réussir. Et plus on teste, plus on réussit. Donc, la seule chose, c'est tester, 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 et un jour, vous réussirez. Si vous testez pas, que vous réfléchissez, vous réussirez jamais, ça, c'est certain. Alors qu'en testant de nombreuses fois, là, vous avez une possibilité de réussir. Mais sans tester, vous ne réussirez jamais. D'ailleurs, c'est fou parce que j'ai entendu une interview de toi où tu disais que les milliardaires, ce sont pas juste des gens qui ont de la chance et qui font beaucoup d'argent, ce sont des gens qui ont juste plus échoué que les autres, littéralement. Et les gens veulent pas voir ça, ils vont juste dire ah, il a une voiture, il a beaucoup d'argent, ah, c'est pas bien, etc. Il a beaucoup de chance, c'est un salaud, profiteur, etc. Mais le mec, il a trimé. Ouais. Le mec trime et il a plus trimé que beaucoup, tu vois. Il n'y a pas tant d'héritiers que ça qui sont milliardaires. Non. Mais voilà, moi j'ai étudié le classement Forbes. Je vois qu'il y a quelques familles qui sont des familles historiques qui sont là depuis longtemps, mais il y en a, tu vois, mais tu connaissais pas les noms. Tu dis mais d'où est-ce qu'il sort? Et ce sont des gens qui ont juste fait plus d'erreurs. Tu regardes, même quand tu étudies des gros entrepreneurs, tu vois qu'ils avaient lancé plein de projets avant, qu'ils avaient lancé plein d'entreprises, et que c'est juste qu'ils n'ont pas abandonné. Non. Ils ont tenu. La fameuse résilience. La résilience. D'ailleurs, je sais pas si tu avais entendu parler de la cérémonie qui s'appelait les Restart Awards. Ça me parle vaguement. Quelque chose. C'était une cérémonie qui est apparue peut-être en 2018-2019. J'ai été nommé pour la 2e édition. C'était à l'Olympia. Et c'était vraiment une cérémonie qui parlait de restart, justement, de recommencer, et qui parlait de résilience. Et on dirait que la résilience, ça devient à la mode, entre guillemets, en France. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vraiment une bonne chose? Ça veut dire que les gens vont plus échouer et qu'ils vont plus réussir, c'est ça? Ah bah, je pense que la résilience, ça fait partie des mots-clés du panel d'outils d'un entrepreneur, c'est clair. Sans résilience, il n'y a pas d'entrepreneur. Et d'ailleurs, pour parler de Forbes, je sais que beaucoup de personnes vont dire constamment que c'est le magazine des riches. Même il y a tout cet imaginaire, je ne sais pas d'où ça vient, d'ailleurs, au passage, parce que ça n'a jamais été Forbes, le magazine pour les milliardaires. Tu vois, ça n'a jamais été le slogan. C'est parce que Forbes fait une fois par an le classement des milliardaires. Et donc, les gens associent les classements des milliardaires au classement des riches. Alors qu'en fait, un milliardaire, c'est quoi? C'est un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a énormément échoué, qui a énormément, on va dire, mouillé sa chemise, qui a eu des moments très difficiles, très douloureux. Très peu d'entre eux ont réussi à ne pas planter leur boîte, à réussir à payer les salaires à la fin du mois. Et encore très peu d'entre eux ont gagné un petit peu d'argent. Et encore très peu d'entre eux, il y en a 40 en France, gagnent confortablement de l'argent. Voilà. Donc Forbes, c'est le magazine des aventures entrepreneuriales de ceux qui ont trimé, qui ont échoué, mais qui ont été résilients et qui au final ont réussi. C'est ça Forbes. C'est le magazine de la réussite entrepreneuriale. Oui, bah, c'est fou parce que il y a tout cet imaginaire justement où les gens pensent que c'est juste pour la richesse alors que il y a plein d'articles et que tu vois qu'il y a des personnes qu'on ne connaît pas dans le classement Forbes, même dans tous les classements des 30 qui ont moins de 30 ans, tous ces gens, ce sont des gens qu'on ne connaît pas, mais qui ont de la résilience, qui ont tenté des projets, qui ont commencé d'une certaine manière et qui ont réussi à faire des belles choses au cours de l'année. Donc c'est extrêmement fort et je trouve ça vraiment dommage que beaucoup de gens ne veulent pas acheter ce magazine. Autour de moi, du moins, ils me disent ouais non mais pourquoi est-ce que j'achèterais ce magazine? Il y a la version web, ou sinon il y a TikTok,
ou sinon on n'a pas besoin de ça, ou ce que j'entends aussi, et ça je me dis mais vous êtes fous. Les gens me disent ouais mais le magazine il coûte 10 euros. 9. 9 euros. Tu vois, il coûte 9 euros, mais je leur dis mais c'est un trimestriel, et faut pas penser à ce que ça va vous coûter, faut penser à ce que ça peut vous rapporter. Exactement. Et ce qu'il y a sur le print n'est pas sur le web. Ouais, en plus de ça. En plus de ça, et puis tu découvres plein de personnes. Il y a un contenu qui est très riche, qui est dense, que vous retrouvez nulle part ailleurs. Des interviews de personnes qui sortent de nulle part, qu'on va dénicher. Comment ça se passe d'ailleurs? Comment on travaille sur un numéro de Forbes? C'est déjà, parce que vous en faites que 4 par an. Oui. Pourquoi ne pas en faire un comme beaucoup d'autres magazines qui sortent par exemple une fois par mois? Parce qu'on est une petite équipe et on va à chaque fois faire des sujets de qualité, du contenu à valeur ajoutée. On va faire des interviews, des grands portraits, des grands dossiers thématiques. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Avec la petite équipe, je préfère faire du quali 4 fois par an que n'importe quoi tous les mois. C'est intéressant. Et ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien. C'est 100 000 tirages. 100 000 tirages. Le site fait à peu près 2 millions de visiteurs uniques tous les mois. On dépasse les 250 000 de follow sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ça se passe plutôt bien, ouais. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose que j'ai apprécié, que tu as dit que bon, tu ne perds jamais. En gros, tu n'as pas d'échec, c'est juste des apprentissages. Est-ce que tu as un échec ou un apprentissage plutôt, devrais-je dire, préféré? Un apprentissage préféré. Je sais qu'en 2000, j'ai monté la co-entreprise EMAP Wanadoo. D'accord. Wanadoo, c'était fournisseur d'accès, maintenant c'est Orange. Ça monte à loin. Et EMAP, c'était un des plus grands groupes de presse français qui est devenu Mandadori, qui est devenu Reworld, il y a pas très longtemps. Et donc, EMAP était très en retard sur l'internet, sur le digital, et Wanadoo était en quasi-monopole à l'époque sur l'annonce internet, n'avait pas de contenu. Ils se sont dit, on va monter une co-entreprise. Et un cabinet de chasse de tête, un gros cabinet de chasse de tête est venu me chercher, et j'ai monté cette co-entreprise. Et à l'époque, on était encore en francs. Les deux présidents, à l'époque, c'était Nicolas Dufour, qui est maintenant président de la BPI, et Arnaud Pifontaine, qui est maintenant le président de Vivendi, m'ont dit, vas-y, t'as un budget 100 millions. Et donc, j'ai recruté 70 personnes en quelques mois, sans cabinet, sans agence de recrutement. Et puis, un an et demi après, il y a eu le 9/11, le 11 septembre, les attentats, etc. Ils m'ont dit, bon, bah là, c'est un peu compliqué, bah, il faut couper. Donc, j'ai dû licencier la moitié des gens que j'avais recrutés un an avant. Et j'avoue que c'était un petit peu douloureux. Mais j'ai appris des choses. Qu'est-ce que tu as appris, par exemple? Que rien n'est jamais acquis. Et que on peut être ici un jour et le lendemain, ça peut devenir très compliqué. Donc, chaque jour, il faut se remettre en question. Tu sais pas de quoi demain sera fait. Tout à fait. Et donc, il faut être non seulement résilient, mais aussi, des fois, un peu prévoyant. Sans trop l'être, parce que si on est trop prévoyant, on va pas de l'avant, on fait pas de l'action. Et moi, je suis toujours dans l'action. Voilà, donc, il faut avoir un savant dosage entre la prévoyance et l'action. Lorsqu'il y a eu la pandémie, oui, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs américains qui disaient qu'il fallait chercher à créer des business qui sont pandémiques proof, en gros qui peuvent résister à des pandémies. Aujourd'hui, voilà, tu m'as parlé du 11 septembre, bon, il y a la pandémie, il y a aussi ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Comment est-ce qu'on peut faire, à notre humble échelle, pour se protéger un peu plus en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'il y aurait des conseils que tu pourrais, qui seront valables en toutes circonstances, peu importe ce qui se passe dans le monde? Je pense qu'il faut diversifier ses lignes de revenus. D'accord. C'est-à-dire que nous, on fait du print, on fait du digital et on fait de l'événementiel. Oui, c'est bien. Donc, si pendant la pandémie ou avant la pandémie, j'étais un business qui reposait uniquement sur l'événementiel, je pense que ma boîte, elle serait out, caput. Si c'était que sur du print aussi, vu que les gens allaient moins au kiosque, achetaient moins les magazines, ça aurait été compliqué. Mais moi, j'étais sur 3 jambes. C'est bien. Le digital, le print, l'événementiel. L'événementiel a fondu comme neige au soleil, il m'a resté le print et le digital. Et le digital a été très fort pendant la pandémie, qui a permis de compenser le print et l'événementiel. Est-ce que c'est quelque chose que tu as anticipé de manière intentionnelle ou c'était le hasard qui a fait que Alors, c'était déjà en place? La société qui édite Forbes s'appelle 360 Business Media. 360. Voilà, donc la réponse, elle est dans la question. C'est que et moi, avant, quand j'ai fait d'autres groupes de presse, j'étais toujours dans 360. Donc, le cercle infernal, le cercle vertueux plutôt. Et donc, je sais qu'il faut aller sur tous les domaines. Il faut valoriser une marque, puis une fois qu'on a une marque, il faut l'étendre sur différents territoires. Comme je te l'ai dit quand tu es arrivé tout à l'heure, je lance un nouveau magazine. Onirique. À côté de Forbes. Onirique. Luxe, art et volupté. C'est une marque que j'ai créée, de toutes pièces.
On va commencer avec du print, on va faire du digital, et peut-être demain, on va faire de l'événementiel autour d'Oniric. Mais c'est intéressant parce que pour Forbes, tu as commencé par du web first, donc c'était que Exactement. du digital. Pourquoi est-ce que pour ce nouveau magazine, tu fais l'inverse? Tu commences par du print? Pourquoi faire toujours la même chose? Ouais, je sais, mais ça m'intéresse quand même. Eh ben, je trouvais que, on va dire qu'il y a 5 ans, lancer un magazine print et ensuite faire du digital, c'était early 2000. Mhm. Et je me dis qu'aujourd'hui, on peut inverser la tendance. Mhm. On va commencer par du print. On va faire peut-être un petit peu de réseaux sociaux, un peu d'Instagram, Très bien. du TikTok. Ouais. Et puis après, on aura une plateforme digitale. Ah, c'est intéressant. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce magazine? Alors, c'est une nouvelle marque. Quel est le but? Quelle est la cible? Forbes, c'est pour les entrepreneurs. Oniric, Forbes, c'est pour les entrepreneurs. Oniric, je sais pas si tu sais ce que veut dire Oniric, c'est le rêve inaccessible. Oui. Et donc, on parle beaucoup de luxe et de lifestyle. On en parle un tout petit peu dans Forbes, mais nos colonnes sont pas assez larges parce qu'à la base, c'est l'entrepreneuriat. On s'est dit, on va créer un magazine qui va être entièrement dédié au luxe et au lifestyle. Parce que tous les entrepreneurs, ils bossent, ils turbinent toute la semaine, mais le week-end, ils ont envie de un peu se rafraîchir l'idée. Donc, c'est d'avoir un magazine très complémentaire avec Forbes. Ils lisent Forbes la semaine, et le week-end, ils ont Lyric, leur coffee table magazine qui pose sur leur table de salon, et puis qui peuvent s'évader. On parle de voyage, on parle de gastronomie, on parle de mode homme et de mode femme. C'est très rare, les magazines haut de gamme, de parler des deux sexes. On va parler de deux sexes, on va parler de haute joaillerie, de haute horlogerie, on va parler d'un petit peu tout. Super. En fait, ça me fait penser un peu à tous les articles de luxe qu'il y a dans Forbes, et même aux publicités. Hein. J'ai vu qu'il y a quand même une 40aine de pages de publicité. Bravo. Entre les brand voice et les pages de publicité classiques, tout à fait, c'est à peu près 20 et 20, ouais. Ouais. Donc là, ce serait en gros un modèle, je vais pas dire des publicités, mais beaucoup plus développé dans le sens où, tu peux aller à tel endroit, il y a tel restaurant que tu peux tester, il y a tel palais, il y a tel événement, ce serait dans ce sens-là? Oui, entre autres choses, mais après, il y aura aussi des pubs traditionnelles pour l'automobile, pour de la joaillerie, pour des montres, pour un peu tout, quoi. Ah bah c'est super. Et quelle est ta vision pour ce magazine? C'est-à-dire ma vision. Où est-ce que tu voudrais qu'il soit, par exemple, je sais pas? Alors, je veux que ça devienne, qu'Oniric vienne le référent du luxe dans le monde. Pour moi, la France est le berceau du luxe. C'est vrai. On a les plus belles marques de luxe en France. On a le plus beau groupe de luxe que le groupe LVMH. Si un magazine qui doit être référent dans le luxe dans le monde, il doit être créé et origine de France. C'est pas un magazine anglo-saxon. Les anglo-saxons, ils y connaissent rien au luxe. Excusez-moi, les amis, je vous aime bien. Non, mais on va se faire descendre, mais tout va bien. Voilà. Donc, pour moi, un magazine sur le luxe, l'art de vivre, doit naître en France et faire rayonner la France à l'international. Et c'est ce que je veux faire avec Oniric. Quitte à faire comme avec Forbes ensuite, c'est vendre des licences dans les autres pays. Oh, j'ai acheté une licence. J'ai acheté une licence Oniric, c'est super. Et c'est là-bas, c'est fait par un Français. Et on veut développer ça. Ils ont le savoir-faire, ils ont le know-how. Oui, en effet, les Français ont le know-how sur beaucoup de choses. Et pour être honnête avec toi, je suis impatient d'avoir entre les mains ce magazine Oniric parce que je pense qu'il répond à une problématique qu'a beaucoup d'entrepreneurs. Comment se détendre sans avoir l'impression de s'abrutir. Donc je suis impatient de voir les bons plans, les recommandations et les objets que va partager Dominique et son équipe dans ce nouveau magazine. Et j'espère que c'est un magazine qui va contribuer à notre percée, à tous. D'ailleurs, j'ai terminé le podcast en demandant à Dominique quelle était sa définition de percer. Percer, c'est réussir, c'est se démarquer, c'est se mettre en avant, c'est déchirer tout. On perd son déchire, je sais pas. Ça va, ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne largement. Et selon toi, sans réfléchir, qui incarne cette définition de percée? Quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu aurais voulu connaître? Elon Musk. Elon Musk, pourquoi? Parce qu'il a atomisé le monde de l'automobile. Il y a pratiquement 15 ans, dans l'électrique. Même si encore l'électrique, c'est pas encore le Graal de l'automobile, il a fait changer de conscience l'ensemble des constructeurs automobiles mondiaux. Donc c'est quand même incroyable. Puis après, la conquête de l'espace aussi avec SpaceX, il déroule plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant avec lui aussi, c'est qu'il est on peut dire dans la fleur de l'âge quand même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va encore nous surprendre, qui fait encore beaucoup de choses. Il a à peine 50 ans, donc il est encore pour 20 ou 30. C'est incroyable. Ah ouais, il est encore sous la pédale, je pense. Ouais, Elon Musk, et il y a une autre personne qui te vient à l'esprit? Quelqu'un qui est un travailleur incessant, un ancien sportif reconverti dans l'entrepreneuriat, c'est Ty Chris. On-Off Telecom. Ouais, tout à fait. Puis il est sur un nouveau projet qui s'appelle Album. Ah oui, j'ai vu.
C'est un bon pote à moi et il bosse 24/7. C'est un work alcoolic, comme on dit, un work geek. Ouais, clairement. Ah non, t'as écrit, c'est vraiment un parcours incroyable. Il y a peut-être quelques mois, j'animais un séminaire business de Jérémy Van Obdenbosch et t'as écrit, s'était invité, il était speaker. Et puis après, on a mangé ensemble et il nous racontait, ok, là, sur On-Off, donc sa société qui permet d'avoir un deuxième téléphone dans ton téléphone portable, on a eu telle galère et puis j'ai eu tel souci, j'arrivais pas à payer les factures. Et il nous racontait toutes les anecdotes pour la Tour Eiffel, comment ça s'est passé. Ouais. Comme il a monté le projet et tout, ouais, tout à fait. Les sponsors, la mairie de Paris et autres. Toutes ces choses-là. Et après, tu dis, mais attends, mais en tant qu'entrepreneur, de quoi est-ce qu'on se plaint? Pourquoi est-ce qu'on se pose trop de questions? Pourquoi est-ce qu'on passe pas plus à l'action? On n'a pas autant de personnes à convaincre. On n'a pas le président de la République à convaincre. On n'a pas le maire de Paris à convaincre. On n'a pas à sauter de la Tour Eiffel non plus et rester en vie. Tellement plus facile. Tellement plus facile. Et moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a bouleversé. Et c'est pour ça que c'est important et que j'adore les interviews et que je fais ces podcasts également pour parler avec des gens comme toi. C'est tout simplement pour entendre le parcours des gens et pour que les auditeurs puissent se dire, non mais, il y a des gens qui viennent de tellement plus loin, qui avaient leur histoire et qui ont réussi à faire des belles choses. Donc, moi, qu'est-ce que j'attends? Ouais, c'est incroyable. Et c'est pour ça aussi que, Dominique, je voudrais te féliciter parce que c'est hyper inspirant d'entendre des parcours d'entrepreneurs qui prennent des risques. On n'en entend pas tant que ça se démocratise de plus en plus en France, mais c'est souvent des histoires à l'américaine qu'on entend. Ouais. T'as commencé dans ton garage, et après t'as fait, tu vois, on entend souvent ces histoires qui sont superbes, mais là, d'en entendre une française, c'est très inspirant. Et tu vois aussi que les médias, c'est encore quelque chose qui a de belles, ils ont encore de très très belles années devant eux. Littéralement, beaucoup de gens disaient les médias c'est fini maintenant. Les médias classiques, pas les réseaux sociaux maintenant, c'est que TikTok, c'est que Instagram, alors qu'il y a encore des gens qui achètent des Forbes, qui vont acheter Oniric et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi, je voudrais te féliciter parce que je trouve que Forbes, c'est un magazine qui représente bien la population française. Dans le sens où on essaye parce que tout ce qui est produit, c'est produit en France. On reprend pas du copier-coller de traduction de ce qui est sur Forbes US. Et même quand je regarde le classement, je vois qu'il y a des jeunes entrepreneurs, des moins jeunes, qu'il y a des gens issus de tout milieu, de toute communauté, des gens qui sont... Ouais, tu vois vraiment tout, donc tu peux t'identifier. Et c'est vraiment pour ça que je suis content de faire ce podcast et de te parler parce que ça représente tout le monde, quoi. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est tout simplement parce que je trouve que t'es extrêmement généreux de venir dans les podcasts, de parler, de partager ton parcours, de raconter parfois les mêmes histoires. Mais c'est très enrichissant aussi de partager, de discuter, d'échanger. Chaque podcast que j'ai fait, ça avait un angle différent. Et puis ça permet d'avoir une perspective très différente. Donc c'est super intéressant. C'est du temps, mais c'est enrichissant. Puis après, ça permet de partager avec ma communauté. Et puis ils adorent, quoi. Tout à fait. Tiens, d'ailleurs, puisque tu as fait plusieurs podcasts, plusieurs émissions, j'ai vu ton passage sur BFM Business aussi, ce matin, que tu as retransmis plutôt. Est-ce qu'il y aurait une question que tu voudrais que l'on te pose plus souvent? Non, mais tu me l'as posé, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir? Ouh, ok, super. En tout cas... C'est échouer. C'est échouer. Très bien, c'est une belle leçon, échouer. Chaque nom nous rapproche d'envie. À chaque fois qu'on échoue, on se rapproche d'une plus grande victoire. On pourrait laisser les auditeurs sur ce mot. Exactement. Merci pour ton écoute. J'espère vraiment que ce podcast avec Dominique Busso t'a apporté de la valeur. J'espère qu'il t'a inspiré. En tout cas, pour ma part, ça a été un réel plaisir d'échanger avec Dominique parce que Forbes, c'est un magazine que je lis depuis des années. J'ai découvert beaucoup de produits, de technologies, d'entrepreneurs grâce à ce magazine. Et surtout, j'ai tiré des leçons que je vais te récapituler. Première leçon, il faut avoir de l'audace. Après, c'est toujours important de taper aux bonnes portes. Il faut pas attendre le moment parfait parce que le moment parfait n'existe pas. C'est important de comprendre que tu n'échoues jamais, que tu apprends uniquement. Il faut développer ta résilience constamment, il faut toujours se remettre en question et surtout diversifier ses revenus quand tu entreprends. Voici 7 leçons avec lesquelles je pourrais te laisser. Et il y a encore beaucoup d'autres épisodes de podcast qui vont venir. D'ailleurs, si tu veux lancer ton propre podcast ou développer ton podcast si tu l'as déjà lancé, contacte-moi sur Instagram ou n'importe où. J'ai une formation en ligne qui est disponible et j'ai également un accompagnement qui est disponible. Je te mets tous les liens en description. Et aussi, si tu le souhaites, sache que j'ai une newsletter quotidienne dans laquelle je partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès, des leçons d'entrepreneurs comme Dominique, comme Elon Musk, comme Ty Chris. D'ailleurs, j'ai aussi fait une newsletter sur lui, sur beaucoup de personnes, donc je t'invite à t'inscrire maintenant. C'est mon contenu le plus régulier et de meilleure qualité. Je te dis à très vite. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas.